Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai le plaisir d'être virtuellement accompagné aujourd'hui et durant l'intégralité de cette 4e émission par le grand sage de la bande, pilier de l'équipe de France de trail et intendant du Trièvre, comme l'appelle avec affection Hugo Ferrari, Nicolas Martin. Salut Nico. Salut à tous. Par le quadruple vainqueur du Grand Trail des Templiers, qui avec ses activités de kiné, d'ostéo, de coach, de team manager de l'équipe ASICS et j'en passe, dort 2 minutes par nuit, Thomas Laure-Blanchet. Salut Tom. Salut Nico, salut à tous. Et par le plus grand fan de Courtney Dowater et de Jim Wemsley, Robin Schmitt, des genoux dans le gif. Salut Robin. Salut Nico et salut à tous. Et j'en profite pour saluer les 5 autres membres de la bande, Ludovic Collet, Sabine Estrom, Corinne Fabre, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, Hugo Ferrari et Florence Morisseau, qui sont au repos donc aujourd'hui. Vous écoutez la bande AD+. Au sommaire de ce 4e épisode de la bande AD+, est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end pour courir en paix ? Taquin, le patron des chasseurs, a récemment conseillé aux promeneurs, pour éviter les accidents, d'aller plutôt se balader chez eux. C'est la question NAC, la question polémique de cet épisode. Arrêter de faire du sport pendant une semaine, est-ce que c'est grave ? Selon une étude sur la santé mentale des athlètes, ne pas faire de sport pendant une semaine reviendrait à ne pas dormir pendant une semaine. Ce sera la question Nolio. On se posera également une question fondamentale. C'est quoi un athlète élite en trail ? Comment on le définit ? Selon quels critères ? Est-ce que les favoris d'une course sont forcément des athlètes élites ? Est-ce que les athlètes élites sont forcément des athlètes professionnels ? Je sais que c'est un sujet qui plaît bien à Nico, Thomas et Robin. On entendra d'ailleurs aussi Hugo Ferrari, figurez-vous. 3 rubriques sont également au programme de la bande AD+. Le vrai ou faux de la clinique du coureur. Il sera question d'arthrose du genou. On fera un arrêt dans une station de trail mystère, quelque part en France. Et enfin, je donnerai l'occasion aux 3 membres de la bande AD+, à mes côtés aujourd'hui, de nous livrer leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une agréable émission réalisée à distance par les productions Arborescence. C'est parti. Avant de vous poser la première question de notre premier débat, je vous propose un petit et rapide tour de chauffe. Thomas, comme tu avais beaucoup de temps pour toi, tu t'es prévu un petit projet vélo bientôt. Voilà, comme maudit mon t-shirt, comme j'étais loin d'être affûté en janvier, je pense que je ne serai pas cramé en juillet parce que du coup, je pars sur un petit trip vélo, 780 km en autosuffisance. Voilà, un truc un peu à la mode pour ceux qui connaissent Dossard 512 de Johan Mété, c'est-à-dire on a signé ça sur un bout de table, donc ça promet un bon moyen de s'occuper. Eh ben, en tout cas, tu as un très joli t-shirt et moi aussi, j'en ai un beau t-shirt de 12 à l'heure. Je lui fais un petit coucou au passage. Thomas, donc merci. Nico, est-ce que tu es toujours aussi en forme ? Le début de ta saison a été assez costaud en tout cas. Et quand nos auditeurs vont entendre cette émission, tu viendras de courir Zegama. Donc, on ne peut pas révéler si tu vas gagner Zegama ou pas. Ouais, non, la saison a été bien remplie déjà avec pas mal de dossards pour retrouver un petit peu du rythme. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de retourner sur une de mes premières courses au Malpassant, la course qui est organisée par notre duc de Savoie, Hugo. Et voilà, c'était très sympa de retrouver un petit peu ces ambiances de coureuse. C'est un petit peu plus local par rapport aux événements un petit peu plus internationaux que j'ai pu faire ces dernières années. Donc voilà, beaucoup de plaisir et beaucoup d'attente à ce moment-là de l'enregistrement avant Zegama, parce que c'est la découverte pour moi et c'est quand même une course mythique qui a été un peu repoussée à cause de choix et puis de la période de pandémie qu'on a connue. Donc beaucoup d'excitation et puis voilà, essayer de donner le meilleur de moi-même, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, puisque les années passent, le niveau monte, on va avoir l'occasion d'en reparler avec le débat sur les élites, mais voilà, continuer à prendre du plaisir dans sa pratique et puis vivre des beaux moments de sport avec les copains et les copines, c'est aussi ce qui m'anime le plus aujourd'hui. Et puis en plus, tu es coach et tu parlais tout à l'heure du trail Nivolé-Revard. Maintenant, tu es aussi, tu veilles sur les petits, enfin les petits. J'allais parler de Sylvain Cachard qui est gigantesque, mais qui fait un début de saison canon. Donc j'imagine que ça aussi, ça doit être une transition assez, enfin c'est pas une transition encore, mais ça doit être assez sympathique à vivre de voir
les jeunes pousses qui sont en train d'exploser tout. Ouais, bah, c'est une chance immense en fait, surtout d'avoir quelqu'un comme Sylvain qui m'a demandé d'essayer de l'accompagner parce que je parle beaucoup plus d'accompagnement parce que Sylvain est quand même très intelligent dans sa manière de pratiquer. On est beaucoup plus dans de l'échange que dans l'entraînement directif. Mais voilà, c'est une chance et puis c'est un beau challenge d'essayer de l'accompagner vers ses rêves. Et voilà, après, c'est facile d'entraîner des gens qui ont du talent et d'avoir des résultats. C'est pour ça que moi, en tant qu'entraîneur, je n'ai jamais trop envie de mettre ça en avant parce que c'est avant tout l'athlète qui travaille dur et qui réalise des performances. Et l'entraîneur, il est juste là en second plan pour conseiller, accompagner, rassurer et que voilà, le fruit du travail il est récolté par l'athlète et ça lui revient à lui entièrement. Robin, j'ai mon petit doigt me dit qu'il y a à peine l'Ultra Love, le premier roman des éditions Point de Côté est sorti, qu'il y aurait un petit bouquin qui serait en préparation. Est-ce que tu es capable de nous en dire deux mots? Ouais, effectivement, Ultra Love est sorti début avril. On discutait justement en off avec Thomas Laure Blanchet tout à l'heure et il me disait que sa femme avait fini de lire ce bouquin de cul. Alors je précise quand même que c'est pas que un bouquin de cul, hein, c'est quand même le futur prix concours quand même, s'il vous plaît. Plus sérieusement, ouais, on est en train de boucler un prochain projet. Pareil, on irait sur de la production de livres et un projet de grande envergure qui a commencé en fait juste avant le Covid. Donc, tu vois, ça va faire 2 ans et demi plus tard que le projet finira quand même par sortir. Donc, c'est un gros chantier, un chantier qui nous occupe beaucoup plus on va dire qu'un point de côté classique. Et il s'agira d'un bouquin exclusivement sur une seule personne. Donc, faites vos jeux, mais voilà, a priori, quelqu'un de plutôt exceptionnel, on va dire, quoi. Donc, on est sur le bouclage de ce bouquin. Voilà. On peut inviter les auditeurs à essayer de deviner et à nous écrire ça dans les différents fils en dessous de l'émission. Je suis ravi en tout cas de passer cette prochaine heure avec vous, messieurs, et j'en profite pour vous remercier, chers web spectateurs et chers auditeurs, d'avoir si bien accueilli les premiers épisodes de la bande AD+. Allez, lançons notre premier débat et on commence tout de suite avec la question polémique, la question NAC, qui devrait parler à tous les pratiquants d'activités en plein air. La question NAC. Donc, est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end pour courir, randonner, se balader en paix, sereinement, sous-entendu sans avoir peur de se faire tirer dessus au détour d'un sentier? Cette question m'a été inspirée d'un petit mot un peu taquin du président de la Fédération française des chasseurs qui a dit à monsieur, madame, tout le monde, en fait, que s'ils n'étaient pas contents et que si vous voulez pas avoir un accident, eh bien, il fallait aller se balader dans leur jardin, en ajoutant que en France, 85% du territoire national est privé et que donc c'est une bêtise, de son point de vue, de dire que la nature appartient à tout le monde. Selon lui, non, ça n'appartient pas à tout le monde. J'ai envie de poser une première question. Qui, parmi vous trois, est chasseur? Je crois que je suis le seul. On a un chasseur, donc ça, c'est pas Chasseur mal. Chasseur d'animaux, hein. en course, mais pas que. Voilà, c'est ça. Alors, je vais te donner la parole, Nico, puisque tu es chasseur et que tu es trailer. Donc, voilà, tu es en bonne position pour me donner ton avis là-dessus. Est-ce qu'on doit légiférer finalement et notamment interdire la chasse le week-end pour que nous puissions aller courir, se balader, etc. Ouais, c'est assez compliqué, c'est toujours polémique. Moi, ça a été ma première vraie passion, la chasse. Alors, plutôt accompagner les chiens. Mon papa est passionné et il chasse depuis qu'il a 16 ans et ça fait de plusieurs dizaines d'années maintenant. Si on doit légiférer, alors je vais répondre d'abord de manière un peu générale. Moi, je pense pas parce qu'il y a une diversité de situations qui est quand même très grande sur le territoire et il y a des endroits où interdire la chasse le week-end, il n'y a pas de conflit d'usage. Selon moi, ça n'a pas de sens si ce n'est priver les chasseurs de pouvoir chasser.
sans amener un plus à ceux qui vont utiliser la nature pour d'autres usages. En revanche, cette problématique-là, alors elle est déjà prise en compte, hein, par exemple par les forêts domaniales qui, lorsqu'elles louent leur parcelle, parce que en gros, soit il y a, enfin, je vais essayer de faire rapide, mais il y a plusieurs types de territoires de chasse, en sachant qu'il y a vraiment un territoire de chasse, c'est-à-dire que le chasseur, contrairement au trailer, il ne peut pas aller chasser où il veut. Il va chasser sur un territoire défini. Alors, dans la moitié sud de la France, si on simplifie, ça va être le territoire de la commune souvent. Et donc, il peut chasser que sur ce territoire relativement restreint. Donc, lui, il peut pas aller ailleurs que ce territoire-là, ce qui n'est pas forcément notre cas. Nous, quand on voit une battue, si sur le territoire d'à côté, il n'y a pas de chasseur, on peut dévier notre footing pour aller sur un territoire où il y a pas de battue, parce que c'est principalement les battues qui représentent, on va dire, un danger potentiel pour les autres usagers. Et donc, du coup, si on prend un peu un exemple qui va peut-être parler à pas mal de gens qui pratiquent le trail autour d'Annecy, où il y avait eu malheureusement un accident il y a quelques années. Là, on a énormément de pratiquants différents. Et là, clairement, ça me paraît dangereux. Et moi, à titre personnel, je n'irai pas chasser, par exemple, le week-end dans une forêt du Semnoz, parce que là, effectivement, il y a tellement de personnes différentes dans la nature que ça représente un véritable risque de faire cohabiter tout le monde. Donc, ouais, clairement, c'est au cas par cas, selon moi. Robin, je vais te donner la parole à Thomas, puisque tu veux rebondir. Thomas. En fait, le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a à légiférer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu as un fusil que tu vas tuer quelqu'un. En fait, j'ai du mal avec ce concept qui consisterait à légiférer sur quelque chose où, à un moment donné, la personne qui a le fusil, elle va quand même et elle va tirer sur quelque chose qui ressemble pas à un trailer. C'est pas en gros en ville, vous avez des voitures qu'on va interdire, aux piétons d'aller en ville parce que c'est dangereux s'ils traversent la route. Parce que l'automobiliste est censé quand même être maître de son véhicule. Je trouve quand même que tu es censé être maître de ton arme et qu'à un moment donné, quand tu vas tirer sur quelqu'un, tu sais sur quoi tu tires. Le fait qu'il y ait des accidents de chasse, ça me paraît, c'est sûr qu'il y a des accidents, mais au même titre qu'il y a des 80 accidents de morts, parapente, il y a des 80 morts sur l'année, si on parle de la chasse, 80 morts sur 2020-2021. Oui, Non, mais je veux dire, Non, c'est pas la 80 faute morts, des j'ai trailers. dit une bêtise. Non, j'ai dit une bêtise, c'est 80 accidents de chasse et 7 morts. C'est n'importe quoi, je n'ai pas dit, c'est pas 80 morts, c'est 7 morts. Donc, en fait, le concept qui voudrait qu'à un moment donné, oui, alors, ce qui est paradoxal, c'est que moi, je suis pas du tout chasseur. Le concept de la chasse, j'en suis resté au sketch des inconnus avec le bon et le mauvais chasseur. Donc, voilà, je connais pas le monde de la chasse. Je vais pas m'improviser expert en chasse. Mais voilà, le concept de genre, je me retrouve avec un fusil, j'ai 3 grammes, c'est sûr que globalement, on est dans le même truc que je suis au volant d'une voiture et j'ai 2 grammes. Donc, ça me dérange en fait. Je me reconnais pas dans le monde de la chasse, ainsi de suite. Après, là où je suis un peu d'accord avec le président des chasseurs, c'est que si les gens ne veulent pas avoir de problème, effectivement, ils vont randonner chez eux. Il a pas forcément tort. À un moment donné, quand on estime traverser une forêt qui ne nous appartient pas, alors c'est sûr qu'on n'a pas à se retrouver avec une carabine pointée sur soi, mais c'est sûr qu'à un moment donné, le concept de propriété personnelle, oui, ça a un impact sur cette façon de gérer finalement des coureurs, des chasseurs sur un territoire. Après, c'est du bon sens. Et ce que dit Nico est vrai. À un moment donné, la chasse le week-end, bah, ça me semble compliqué sur des territoires où globalement, jusqu'à ce moment-là, c'était un peu plus réservé aux randonneurs. Donc, oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais de là, besoin de légiférer et dire de 8 à 12, c'est les chasseurs, de 12-15 à 16h15, c'est les randonneurs, ainsi de suite. Je trouve ça assez débile et que malheureusement, on en est toujours à un moment donné à devoir légiférer parce qu'il y a un manque d'intelligence et un manque de jugeote de la part des partis.
Je passe la parole à Robin, mais je fais juste un petit aparté. On parle des secteurs privés, mais il y a aussi des forêts qui sont totalement publiques. Et quand ça revient un peu à l'exemple dans le Semnose, mais quand il fait super beau et qu'on est dans une toute petite forêt hyper familiale où on sait très bien que le samedi et le dimanche, les gens viennent en famille et qu'il y a les panneaux de chasse et qu'il y a de la chasse, on est sans avoir à aller très très loin. La question peut quand même se poser dans la cohabitation. Robin, qu'est-ce que tu en penses de cette question-là? Ouais, bah, effectivement, je vais être un petit peu comme Thomas, c'est-à-dire non pratiquant de chasse. Effectivement, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement mais à côté de ça, bon je trouve qu'il y a quand même un certain boulot des médias qui est fait depuis quelques années, de plus en plus à période de chasse, qui a tendance à stigmatiser à 100 les chasseurs, à de faire de chaque accident de chasse, une d'information et puis, pour une recherche de buzz, de simplement de visibilité sur leur site et je trouve que à la limite, tu vois, là, c'est ça qui me fait prendre un petit peu la défense des chasseurs, c'est je trouve qu'il y a une espèce de persécution. Alors évidemment, les accidents sont complètement regrettables, je ne suis pas en train de dire qu'il faut balayer ça d'un revers de la main, mais je trouve qu'il y a une certaine stigmatisation du chasseur et une espèce de phénomène de boule de neige qui, à mon avis, sur le terrain, attise les tensions entre chasseurs, promeneurs, randonneurs. Il n'y a qu'un voir, moi quand je me balade, effectivement, il m'arrive d'en voir cette période de chasse. Je trouve il y a une certaine méfiance en fait qui va se mettre en place et je trouve qu'il y a justement un rôle des médias qui est dans cette recherche un peu du buzz systématique qui, au lieu d'avoir un système de pédagogie finalement en mettant face à face les différents points de vue, les différents experts, on va dire entre quelqu'un qui est pour la protection de la nature, etc., et puis quelqu'un qui est chasseur, à côté de ça, non, on va plutôt faire du buzz avec toutes ces histoires de chasse. Ça me rappelle un peu cette histoire aussi un peu dans les confinements, le premier confinement où il y avait les informations étaient un petit peu saturées par des gens qui étaient simplement allés se balader pendant le confinement alors qu'ils avaient pas le droit. En fait, c'est assez minoritaire et on en fait rapidement tout un plat. Mais ce n'est À côté pas, de ça, si je peux me ouais. non, c'est ça, là, je vais défendre les journalistes, dont je fais partie. Les médias sont pas non plus tous, assoiffés de sang comment dire? À mettre en avant, des faits divers. Quelques médias, non pas quelques journalistes, mais quelques médias font effectivement la une avec, avec ces faits divers-là, mais d'autres médias font ce que tu as dit, de mettre en confrontation d'arguments les chasseurs d'un côté, les randonneurs ou le reste du monde de l'autre côté. C'est quand même un travail qui est fait. Mais c'est vrai que c'est toujours le gros, ce qui est partagé, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui fait le plus de buzz, comme tu dis, ça demeure que c'est le fait divers et la stigmatisation du chasseur. C'est exactement ça. Oui, Si non, je mais peux rebondir, effectivement, ouais. Nicolas? moi Vas-y, je crois Nico. qu'il y a une peur en fait qui n'est pas complètement fondée. Tu as voilà, c'est variable, mais on va dire entre 1 et grand maximum 3-4 morts non chasseurs par saison de chasse. Alors, c'est toujours 1 à 4 personnes de trop. Et s'il n'y avait pas de chasse, effectivement, il n'y aurait pas ces décès qui sont regrettables et on comprend la peine des familles dans ces cas-là. C'est la plupart du temps, enfin même toujours des accidents. Je ne pense pas que ce soit des tirs directs voulus par le chasseur. Et, et en fait, aujourd'hui, si on va dire, si on parle des grands animaux, donc du tir à balle, ce qui représente le plus de risques, il doit se tuer 1,2 million d'animaux. Donc, si on prend les cerfs, les chevreuils, les sangliers principalement en France, si tu prends 3 à 4 balles de moyenne pour tuer un animal, ça fait 4 millions de coups de carabine ou de fusil qui sont tirés. Personnellement, moi qui était chasseur et très intensif à une période de ma vie et pratiquant par exemple de cyclisme, honnêtement, pour connaître les deux, j'ai beaucoup plus peur sur mon vélo sur une route que dans une forêt pendant une battue ou pendant que je fais mon footing.
Et je pense qu'il y a réellement une peur qui est liée à une méconnaissance. Tu le vois à chaque fois sur les réseaux sociaux, alors j'y vais plus parce que ça m'énerve, mais les gens donnent leur avis et ils connaissent clairement rien du tout au sujet. Mais vraiment, tu vois, ça me fait un peu mal au cœur de voir ça voilà, c'est un peu les termes qui étaient l'ultra-crépianisme, si je dis pas de bêtises. Yanirinisme. Et à un moment donné, c'est juste cette méconnaissance-là qui, moi, m'embête un petit peu. Il faut connaître, sans rentrer dans les débats qui consistent à dire qu'à un moment donné, moi, en tant que pratiquant, je pense qu'on a beaucoup plus à perdre à aller vers une privatisation, chacun de son côté, de la nature en tant que pratiquant de sport pleine nature, parce qu'il faut beaucoup plus de kilomètres pour pratiquer du VTT, ou du trail que pour aller à la chasse. Et à mon avis, on a plus à perdre qu'à gagner, à moins de remettre en question la propriété privée. Ça va être un autre débat, quoi. Robin, tu voulais rebondir? Oui, bah, c'est marrant ce que tu dis, Nico. Je partage aussi ton avis là sur le côté peur, mais je pense qu'il y a réellement aussi un côté un peu peur primaire en fait, un petit peu comme quand finalement on va se balader dans la mer l'été et qu'on sent une algue nous frôler le mollet. Il y a une espèce de peur primaire du requin. Et évidemment, quand on est dans la forêt et qu'on sait qu'il y a une battue, qu'il y a des chasseurs, il y a aussi cette peur primaire évidemment de l'arme à feu et potentiellement de se faire dégommer, quoi. Je pense que c'est une peur qu'on n'aura pas du tout. On n'a pas du tout cette peur primaire à vélo, alors qu'on est capable de descendre des cols à 70, 80, 90 km/h, ce qui en soi est une réelle bêtise. Et ce qui est beaucoup plus dangereux et certainement peut-être aussi d'un point de vue statistique qui est beaucoup plus mortel, quoi. Mais voilà ce que j'avais à dire aussi. Je pense qu'il y a le côté aussi, bah, effectivement, quand on voit des chasseurs, qu'on les croise et qu'on se dit merde, ils ont quand même une arme dans les mains avec potentiellement des balles qui peuvent tirer. Ce côté-là, évidemment, n'est pas rassurant, mais c'est un côté irrationnel, à mon avis. Alors, comment on peut cohabiter? Parce que finalement, ce que vous me dites, là, c'est qu'en gros, il faudrait on a les moyens de cohabiter si on est intelligent, des 2 bords. Comment est-ce qu'on peut cohabiter? Et comment cohabiter? Est-ce que vous avez des idées? Ludo Collet, on a eu ce début de discussion, avant l'émission et Ludovic Collet, semblait dire que lui, pour lui, c'était pas possible, on pouvait pas cohabiter avec des chasseurs. Thomas? Ben, en fait, je pense pas qu'on puisse. Enfin, la question, elle est pas. En fait, elle se pose pas dans ces termes. C'est-à-dire que de toute façon, il faut cohabiter, puisqu'en fait, il y a pas un des partis qui a plus de légitimité que l'autre. Donc, je veux dire, on chasse quand même depuis plus longtemps que ce que le trail depuis que le trail a investi la montagne et puis les chemins. Donc, j'ai pas l'impression qu'il faille se poser la question. On peut pas cohabiter. Ben si, il va falloir cohabiter. Je veux dire, dans une population, il y a des gens qui ont radicalement des visions et des avis totalement différents des vôtres. Pour autant, on arrive à être à peu près en société et on arrive à faire un fonctionnement commun. Donc, je pense qu'il y a en fait avoir un rôle pédagogique auprès des nouveaux chasseurs, auprès des nouveaux trailers, et dire que de toute façon, les règles sont établies dans ces termes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des comportements plus ou moins dangereux des deux côtés. Je veux dire, à un moment, le trailer qui pense qu'on est sur une Barclay permanente quand il fait sa rando course, bah oui, à un moment donné, au milieu d'une battue, c'est un comportement à risque. S'il reste sur un chemin GR balisé, je ne vois pas fondamentalement ce qui peut lui arriver. Donc, j'ai pas le listing et toutes les données en lien avec les accidents de chasse. Mais est-ce que sur les accidents de chasse, on est sur des accidents sur quelqu'un qui s'est fait tirer dessus en plein GR? Ouais, je pense pas, en fait. Alors après, ils doivent, sur la notion même de bien privé, bah oui, c'est un autre débat, mais je pense que c'est plutôt sur l'aspect pédagogique des deux parties sur lesquels on doit en fait de l'énergie. Ouais. Robin?
Ouais, bah, du coup, c'est plus une question à Nico. Je pense que c'est aussi une question que beaucoup de gens ont. C'est quelle est un peu la démarche à suivre pour avoir ce permis de chasser et est-ce qu'il y a des formations, des choses comme ça est-ce que tu peux nous en dire plus, justement? Et je Ouais, rebondis alors juste avant, Nico, de te laisser la parole. On n'a pas dit ça, mais c'est vrai que dans la différence entre dans l'usage de la nature, c'est que les chasseurs, ils payent, contrairement à nous qui ne payons pas pour aller courir. Enfin, sauf quand on ouais. va sur des courses, évidemment, mais je veux dire à Je vais l'entraînement. répondre d'abord à la question de Robin. Ouais, il y a une formation là, je vais me mettre dans la position de, voilà, je vais essayer d'être très transparent, qui a été nettement insuffisante pour les chasseurs de la plus vieille génération et qui sont quand même majoritaires parce que la chasse, je veux dire, ceux qui se battent beaucoup contre la chasse, je pense qu'ils ont juste à attendre que le temps passe et puis voilà, c'est vieillissant, on s'en rend compte, on a de plus en plus de mal à avoir de jeunes chasseurs. Donc ces gens-là, ils n'ont pas forcément été super bien formés. Après, ils ont quand même beaucoup d'expérience. Il y a aussi quand même avec le temps un peu moins, parce que moi je pense que la plupart des accidents, c'est l'excitation, la non-maîtrise des règles, parce qu'en fait, c'est construit normalement comme le code de la route pour pas qu'il y ait d'accidents. Quand on respecte les règles, les accidents sont faibles. Alors après, il y a toujours statistiquement la balle, même si vous respectez les consignes, qu'on appelle un tir fichant pour que la balle se fiche dans le sol. Il peut toujours y avoir une pierre et ça fait un ricochet. Et il y a un endroit, un promeneur au mauvais endroit, mais voilà, c'est des accidents relativement faibles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ça qui arrive. Donc, par contre, aujourd'hui, les nouveaux chasseurs sont de plus en plus formés. Il y a de plus en plus de formations un petit peu continues pour l'organisation des battues. Moi, je milite aussi pour la mise en place, et ça, il y a de la réticence dans le monde de la chasse pour communiquer les lieux de battues exacts, parce qu'aujourd'hui, on pourrait très bien le faire, dire voilà, il y a une, il y a une chasse à tel endroit, il y a la fédération départementale des chasseurs de l'Isère, je sais, a créé une appli où on peut voir les zones de chasse, mais c'est pas forcément toujours bien mis à jour. Et très souvent, voilà, ce qu'on appelle les ACCA, donc c'est les associations communales de chasse agréées, vont pas trop s'embêter et vont dire voilà, par exemple, moi où je chasse, c'est jeudi, samedi, dimanche, bah, il y a des battues et c'est sur tout le territoire et ça reflète pas la réalité. Et après, moi, ce que j'invite à faire pour les gens qui pratiquent et qui ont un petit peu des peurs, c'est si vous pratiquez quand même régulièrement au même endroit, vous pouvez essayer de vous rapprocher de ces associations pour avoir un contact, par exemple, et puis voilà, un petit coup de fil, un petit SMS, où est-ce que vous chassez, et une fois qu'on connaît le territoire, et ben, on peut aller aussi courir sur la partie du territoire où il n'y a pas forcément de chasse, parce que c'est rare que tout le territoire soit occupé par les chasseurs, c'est des battues, on essaye de repérer les animaux et on chasse quand même sur un territoire restreint, et donc voilà, si on se met un petit peu en relation avec les chasseurs, il y a moyen de pratiquer en diminuant les risques. Mais moi, ça me renvoie quand même à ce côté très individualiste des gens. C'est-à-dire que, voilà, je caricature à l'extrême, mais moi, j'habite proche des passerelles du Monténard, qui est un petit peu connu pour le trail. Euh, Moi, je me suis déjà pris des réflexions de gens, ouais, vous n'avez rien à faire ici. Et en fait, les gens, ils se promènent sur des terrains qui appartiennent, par exemple, à mon papa. Et ces sentiers-là existent parce qu'à un moment donné, il y a eu une acceptation aussi qui est d'autres usagers là. Et donc, on ne peut pas dire aux gens qui sont propriétaires, non, mais il faut arrêter de chasser. Ben, en fait, si un jour on leur dit ça, ça va être OK. Nous, on va peut-être plus aller à la chasse le week-end, mais vous allez plus passer sur ces sentiers-là. Donc, voilà, il y a quand même ce partage. Et en plus, sans rentrer dans le débat qui est OK, demain on interdit la chasse parce que c'est minoritaire. Aujourd'hui, on a un exemple proche de la France, c'est le canton de Genève. Les estimations, c'est 70 à 80 euros de l'hectare pour gérer la chasse. Parce que si on fait disparaître la chasse, il faut quand même continuer la régulation du gibier. Et ça sera fait par des gens qui seront rémunérés, alors qu'aujourd'hui, les chasseurs payent pour le faire. Ça coûterait des milliards à l'État français. Donc voilà, il faut aussi prendre ça en compte, dire qu'il faut interdire, ok, après, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour gérer la problématique des animaux? Et je pense qu'on n'est pas prêt à vivre complètement en harmonie. Aujourd'hui, l'humain a tellement modifié les biotopes qu'on ne peut plus imaginer en fait une non-intervention humaine, même si c'est un petit peu fantasmé par les gens dans des territoires comme la France, à part
un petit peu les parcs nationaux. Ailleurs, il y a trop d'activités humaines pour laisser la nature évoluer sans intervention humaine, quoi. On peut le regretter, mais c'est comme ça, quoi. On va garder ton conseil, enfin ce que j'interprète comme un conseil, ne nous détestons pas et parlons-nous. Ça ne peut enfin, il ne peut déboucher que du bien d'une discussion et d'échanges entre deux mondes. Merci à tous pour cet échange passionnant et merci, c'est le moment des remerciements à notre partenaire NAC, qui est une jeune marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra-endurance. Voilà quelques semaines que les produits NAC sont disponibles en France. Je pense notamment aux gaufres caramel salés et aux barres énergétiques avec un ratio de 4 glucides pour une protéine. Et puis NAC vient de lancer également son mélange pour boissons énergétiques saveur pastèque. C'est un mélange de glucides naturels, de protéines complètes avec des BCAA naturels, mais aussi des électrolytes. Et puis, je vous laisse, le mieux, c'est que je vous laisse découvrir leurs produits en allant sur le nacbar.com. Attention, il y a 2 A à NAC. Et en passant, on vous offre un rabais de 15% avec le code promo LBAD+. Et quand je dis plus, il s'agit du signe plus. Je vous propose de passer maintenant à la destination de la semaine. Arrêt à la station de trail. Je vous emmène aujourd'hui dans une station de trail mystère. Alors Nico, Thomas et Robin, je vais tenter de vous faire deviner quelle est cette terre de trail qui, on ne va pas se mentir, n'est pas la première terre de trail qui nous vient en tête. Je vous donne donc une série d'indices et vous levez la main quand vous pensez avoir trouvé. C'est parti. Cette station de trail porte le nom d'une ville. Cette ville se situe dans un coin de la France où il y a de nombreux châteaux. D'ailleurs, la ville dont il est question a été labellisée en 93 ville d'art et d'histoire. Le parcours numéro 2 de la station de trail est un 11 km pour 135 mètres de dénivelé qui porte justement un nom historique, les Chouans. Les Chouans, c'était un groupe de jeunes paysans royalistes qui s'étaient rebellés après la Révolution française parce qu'on leur demandait d'aller rejoindre les rangs de l'armée dont les effectifs avaient fortement baissé après la Révolution. Plusieurs grandes personnalités sont associées à notre ville mystère, le douanier Rousseau, le peintre, le père de la chirurgie moderne Ambroise Paré, le vice-champion olympique du marathon de... Non, c'est pas Tours. En 1900, Émile Champion, bien joué quand même Nico, ou encore le cycliste baroudeur Jackie Durand, qui a remporté 3 étapes du Tour de France dans sa carrière dans les années 90. La Mayenne. Oui, bravo. Il nous a quand même fallu Laval. du cyclisme. Je savais qu'avec les cyclistes que j'avais avec moi, le petit Jackie Durand allait être une mèche. Donc, c'est effectivement la station de trail de Laval. Il y avait d'autres indices, le fait qu'elle était située entre Paris et Brest, donc dans les Pays de la Loire, que le plus long parcours de cette station de trail s'étend sur 53 km. Vous avez dit, c'est le département de la Mayenne, c'est le département 53. Et donc, oui, c'est bien la station de trail de Laval. Bravo, Nico, avec un enthousiasme en plus incroyable. C'est très bon en géo. C'est à force de regarder Eurosport, ça. Ah, ouais, non, mais de toute façon, d'une manière générale, de regarder le sport, ça aide en géographie. Alors, ce qui est drôle, tout à l'heure, je disais, je sais pas, on a perdu Thomas. Tout à l'heure, je disais que c'était un indice en soi, que c'était pas forcément une terre de trail à laquelle on pense, parce que en fait, Laval l'office de tourisme prend pour acquis que c'est un peu une grande inconnue pour beaucoup de monde. Donc, ils en jouent dans leur communication. J'ai parlé avec Jérôme Garnier, qui est l'un des ambassadeurs de la station de trail de Laval. Alors, lui, il anime entre autres un club de trail, le club des Chouans, et il participe à la vie de la station de trail depuis sa création. Il a proposé le parcours des Chouans, il s'occupe du balisage, de l'entretien des sentiers bénévolement. Bref, il connaît bien les parcours très ruraux autour de chez lui. En quelques mots, la station de trail de Laval, c'est plus de 140 km de sentiers, 8 parcours, 2 ateliers pour travailler la VMA ou le travail en côte courte. C'est très diversifié parce qu'on trouve un trail urbain de 10 km. Alors, c'est idéal pour un touriste qui a envie de découvrir la ville de Laval et ses sites historiques en courant.
En parallèle, on peut trouver un autre 10 km, mais beaucoup plus technique, le Grand Tour du Bois, dans le bois de l'Huisserie. Jérôme l'aime beaucoup celui-là parce qu'il commence par une partie facile et roulante en forêt, très bien pour s'échauffer. Puis on bascule près de la Mayenne pour 3-4 km où il y a moyen de bien s'amuser et de faire, par exemple, une séance de fartlek. Alors, il entend, Jérôme, par technique, très technique, le fait qu'il y ait du D+, des sentiers rocailleux, voire piégeux quand il pleut à cause des nombreuses ornières. Évidemment, on n'est pas en montagne ici, mais le trail n'est pas, messieurs, qu'en montagne. J'ai aussi cité le parcours 53, donc 53 km, 750 mètres de dénivelé. Celui-là, il est bucolique. Et le paysage rappelle apparemment les Vosges, puisque les coureurs passent par tous les vallons, mais aussi à côté de très beaux châteaux. J'ajoute qu'il y a de nombreux événements de trail dans la région et qu'il y a une station de gravel bike qui s'apprête à voir le jour de manière imminente. Et bien, pour les détails, pour tous ceux qui sont intéressés par cette station de trail, vous pourrez les retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Je vous rappelle que cette application vous permet de partir sur les sentiers avec, en plus du balisage station de trail, une cartographie sur votre téléphone. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un guidage audio. Pour certains, c'est très pénible, mais pour d'autres, ça peut être un bon moyen de ne pas faire d'erreur. Vous écoutez la bande AD+. Je vous propose de parler à présent d'une composante fondamentale de l'entraînement, le repos. C'est l'heure de la question commanditée par la plateforme en ligne d'entraînement Nolio, que vous retrouvez à l'adresse nolio.io. La question Nolio. Alors le sport, on le sait, c'est bon pour le moral, mais alors, est-ce qu'on peut s'arrêter de faire du sport sans risquer de déprimer? Et je vous pose tout de suite une autre question, c'est presque l'inverse de la première. Est-ce qu'il faut s'arrêter de faire du sport pour recharger parfois les batteries mentales? Bref, est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver? C'est une étude mondiale qui a été commandée par l'équipementier ASICS, que connaît bien Thomas, qui conclut que s'arrêter une petite semaine de faire du sport, on n'est pas nécessairement en train de parler uniquement de course à pied, ça a un impact tel que ce serait l'effet d'une semaine sans dormir. Alors, vous êtes tous les trois des athlètes accomplis. L'étude, c'est un prétexte à avoir cette discussion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre expérience sur laquelle on peut s'appuyer aujourd'hui. Je commence avec Thomas, parce que je sais que c'est un sujet que tu aimes bien. Tu martèles assez souvent la notion de sommeil et de repos qui fait pleinement partie de l'entraînement. Alors, oui, au-delà de l'adage, le repos fait partie de l'entraînement, je suis d'accord, mais à un moment donné, pour être performant, il faut s'entraîner. Donc, l'entraînement, enfin, la récupération, elle va être nécessaire dans un processus physiologique, mais à un moment donné, faire que du repos pour s'entraîner, c'est pas suffisant. Maintenant, une semaine, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de l'étude, hein, mais une semaine, en fait, il faudrait voir un petit peu. C'est sûr, quelqu'un qui s'entraîne 10 fois par semaine, qui se repose une semaine, il a un gros gap de déconditionnement qui va se mettre en place. Donc, effectivement, il y a une désadaptation qui se met en place. Mais quelqu'un qui court 2 fois par semaine, qui ne fait rien pendant une semaine, c'est juste une semaine quasiment classique. Donc c'est vrai qu'en fait, il va falloir vraiment distinguer l'élite qui s'entraîne 20 heures par semaine, voire 25 heures par semaine, et le monsieur et madame tout le monde créatif qui va effectivement pouvoir prendre un peu de repos. Maintenant, sur l'aspect bien-être, si je prends mon exemple personnel, j'ai eu une période où pendant 1 an, j'ai eu très peu de temps pour moi et j'ai eu beaucoup de charges entre guillemets professionnelles. Et effectivement, j'avais l'impression de perdre des années de vie. Ça vaut sur du n = 1, donc bien entendu, ça vaut à peu près que dalle d'un point de vue statistique. Mais d'un point de vue expérience personnelle, j'ai vraiment l'impression que depuis que je m'entraîne plus régulièrement, j'ai une capacité effectivement à mieux dormir, je suis moins irritable, et je me rends compte que on va dire la physique régulière
Alors, on prend la course à pied parce que c'est notre appétence et notre sensibilité personnelle, mais n'importe quelle activité physique pratiquée de façon régulière, je pense, est bénéfique, bien au-delà des processus physiologiques d'adaptation. Donc, je dirais que oui, bien sûr que le repos fait partie de l'entraînement, mais après, toute proportion gardée, je dirais que l'activité physique régulière fait bien plus partie de la vie, surtout quand on a été dans des sphères un petit peu, alors on y reviendra peut-être dans la prochaine thématique, mais quand on a été un petit peu à haut niveau, qu'on a eu l'habitude d'avoir une dose d'entraînement relativement conséquente. Je pense que le repos régulièrement, bien dosé, et surtout choisi et programmé. Donc là, c'est sûr que c'est tout l'intérêt d'avoir une planification et une organisation d'entraînement. Le repos bien choisi, ben, des fois, une semaine, je pense que c'est un peu beaucoup, mais après un ultra et une programmation, une préparation qui a amené un objectif type ultra, une semaine sans rien faire, je suis pas sûr qu'on dorme moins bien. Nico? Ouais, bah, moi, je rejoins Thomas sur. Je distinguerais vraiment, moi, en fait, la pratique sportive, comme on l'entend, nous, trois, en tant que pratiquants, on va dire, quand même assidus de sport, plus ou moins assidus, mais il y a en tout cas une période de notre vie où on a eu une pratique en tout cas très assidue, de la simple activité physique. Là, moi, je prends l'exemple actuellement du jour. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment fait du sport. Après, j'ai quand même fait 30 minutes de marche ce matin, un peu de gainage, un peu de mobilité, et puis un petit footing très lent de 30-35 minutes. J'ai pas l'impression de m'être entraîné. Par contre, j'ai une activité physique. Et je pense que l'humain n'est pas fait pour passer une semaine encore, c'est pas trop grave, mais pour certaines personnes, c'est une grande partie de leur vie sans activité physique. Et on le voit, il y a plein de maladies qui découlent de ça. L'activité physique, elle est indispensable aux êtres humains et je suis totalement d'accord. Je pense que le confinement était à ce titre-là pour moi quelque chose qui était très compliqué à comprendre. C'est que 1 heure, bon, ça me semble le minimum d'activité, de sortir, d'aller dehors. On passe beaucoup de temps assis, enfermé aujourd'hui. Et en fait, on sait que c'est nocif pour la santé. Donc oui, clairement, pas de sport intensif à visée de performance. Je pense qu'on peut faire toute sa vie sans ça. Par contre, pas d'activité physique. Voilà, c'est sur du court terme. Et si on parle du sport, clairement, je pense que par contre, à contrario, ne pas être capable de se reposer une semaine complètement quand on a de la fatigue qui est fortement marquée, sans parler de surentraînement, mais en tout cas de la surcharge un petit peu non fonctionnelle, on va dire. Et ne pas être capable de le faire parce que mentalement, il y a divers problèmes psychologiques. Je pense que là, à ce moment-là, ça devient plutôt inquiétant et qu'il faut peut-être se questionner aussi sur le rapport qu'on a à notre pratique. Je pense que pas être capable de se reposer 5 à 10 jours, même si c'est pas complètement programmé, ça me paraît problématique. Après, sur des plus grandes périodes, il y a des fortes désadaptations. Donc là, ça se discute quand on est sportif assidu, mais quand même, il faut garder un équilibre de vie entre la pratique sportive et le reste de notre vie, quoi. Robin, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Ah, ton micro est éteint, mon cher Robin. Je suis sûr que c'est super Excusez-moi, intéressant, mais je- c'est mieux avec le micro. effectivement, ouais, je venais de balancer du très très lourd, comme vous pouvez vous en douter. Non, je venais simplement de tirer les pompes de Nico et Thomas en disant que de toute façon, je n'avais pas les capacités, enfin les connaissances, on va dire, physiologiques. Moi, je me suis quasiment entraîné tout le temps, tout seul, en fait. Donc, c'est un peu c'est un peu du bricolage, mais c'est vrai qu'à un moment, tu te rends compte aussi que même si tu t'imposes un certain entraînement, le repos est évidemment nécessaire, sinon tu vas droit au mur. Sinon, tu fais à peu près comme tous les coureurs américains qui en ont trop fait trop rapidement, et puis ça finit pas très bien. Donc évidemment, le repos est nécessaire. Alors après, j'avais juste un peu de mal avec la question. En fait, je voyais pas trop pourquoi s'arrêter une semaine, hormis effectivement
après une blessure ou après un ultra, une course très éprouvante, etc. Mais il y a un moment, voilà, il y a des signaux du corps, il faut simplement les écouter. Moi, si je peux me permettre une petite digression, il y a un truc qui m'a un peu frappé la semaine dernière. Je suis sur les réseaux sociaux quelqu'un que je pense que Thomas, tu connais, c'est François Lesca. Tu sais, et je crois qu'il est guide de haute montagne et puis il est aussi vidéaste. Et puis il a partagé une vidéo il encadre en fait des collégiens et c'est des élèves, je crois, de 5e, si je ne dis pas de bêtises, qui descendent, je crois que c'est simplement un petit chemin dans une forêt et il filme. Alors il prend la précaution de masquer les visages évidemment, mais il filme en fait ces élèves qui sont littéralement au bout de leur vie sur une descente plus que banale et plus que classique, quoi. Et ils descendent sur les fesses, etc. Et ça, à la limite, je trouve que là, il y a un vrai sujet. C'est pas le sujet, c'est pas est-ce qu'on doit s'arrêter une semaine ou enfin le sujet, il faut pas s'arrêter en fait parce que il faut justement pousser les enfants, les jeunes, etc. à avoir Thomas veut intervenir, mais ouais, voilà. Oui, effectivement. En fait, avant de s'arrêter, il faut commencer. Du sport. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que pour moi, le débat principal, il est dans l'obligation à un moment d'une activité physique pour éviter ce genre d'image qui est dramatique, quoi. Mais nous, on a un regard biaisé parce qu'on Pardon, Nico. Nous, on a un regard biaisé parce qu'on est entouré de gens qui pratiquent. On a l'impression que, voilà, on a souvent des rapports avec les gens qui sont un peu comme nous. Donc, on a l'impression que tout le monde fait du sport de manière régulière et assidue, mais c'est pas du tout le cas. Ouais, j'ai vu la vidéo dont parle Robin. Moi, ça me fait. C'est presque de la tristesse que je ressens en voyant ça parce que quand je me revois au même âge, c'était voilà, avec moi j'ai grandi à la campagne, mais on passait notre journée à courir dans les bois, jouer au foot et en fait cette absence de coordination, de motricité, elle est dramatique et c'est vrai qu'on n'en a pas conscience et ça devrait être un peu une grande cause nationale parce que être en bonne santé, ça commence avant tout par bouger. Et après, il y a aussi l'alimentation, mais les deux piliers, si on est actif et qu'on s'alimente correctement, je pense qu'il y a quand même pas mal de maladies qui restent un petit peu à l'écart, même si bien sûr l'environnement joue quand on habite à côté d'un grand axe et qu'il y a des particules de gazelle toute la journée, on risque d'être en moins bonne santé que si on est à Font-Romeu en altitude. Mais globalement, quand même, ce pilier activité physique et alimentation, c'est quand même une base pour rester en bonne santé. Et voilà, je pense que l'addiction, elle est quand même très rare, même si elle existe au sport. Et donc, voilà, il faut plutôt inciter les gens à pratiquer plutôt qu'à faire attention par rapport à une pratique excessive, quoi. L'étude, je te passe la parole après, Thomas, mais l'étude mentionnait ça aussi, le fait que les nouvelles générations faisaient naturellement moins le temps accordé à l'activité physique était moindre par rapport à nos générations, à nous. Et c'est pas une petite étude, hein, elle a été menée sur 37 000 personnes dans 16 pays et ça semble, dans les pays occidentaux, très cohérent d'un pays à l'autre. Donc tout ça se recoupe dans ce que vous dites, Thomas. Après là, on a un petit peu glissé sur l'activité physique. Oui, on glisse, mais c'est le même sujet. Oui, mais c'est collé, ouais. Alors, pour revenir sur ce que dit Nico, effectivement, l'activité physique, il n'y a plus besoin de faire des études scientifiques sur l'intérêt et les avantages de l'activité physique sur la diminution des risques de maladies métaboliques, chroniques, ainsi de suite. Juste un petit truc en passant, en fait, si on doit se souvenir de quelque chose, en fait, peu importe comment on mange, hein, il suffit qu'on bouge, c'est mieux que n'importe quel autre traitement. C'est-à-dire que plutôt que de faire le focus sur la nourriture, on ferait mieux de faire le focus sur l'activité physique. Et ça serait bien plus vertueux dans la société actuelle. Maintenant, l'aspect prévention, finalement, il est tellement mis à mal et qu'on s'est rendu compte là, après, avec la crise du Covid, que finalement, les gens qui se bougeaient et qui étaient plutôt actifs dans leur journée étaient moins à risque. Je pensais que ça aurait fait un catalyseur
dans la tête des gens, mais finalement pas tant que ça. Et on se rend compte qu'une fois que là maintenant tout le monde on a eu le masque, puis globalement tout le monde va repartir à peu près sur les mêmes travers. Mais c'est juste parce qu'il y a une énorme dévalorisation de l'aspect préventif en France, et que finalement on se rend compte que à part en fait être réactif dans les conséquences, on a assez peu de cartes pour mettre en place des vraies politiques et des processus de prévention auprès des jeunes. Je veux dire, quand on prend, bon, ouais, j'ai des enfants, bah, Nico, on a aussi, tu les mêmes, mais on est à peu près sur des ados et des pré-ados, et en fait, on se rend compte que ben, assez facilement, l'activité physique est mise en second plan, et qu'on préfère faire 1 heure de maths qu'aller finalement faire 1 heure d'activité physique. Donc, j'ai un peu enfin, c'est un petit peu compliqué cette thématique-là, parce que finalement, on se rend compte que là, on est complètement biaisé. Nico le voit très bien, c'est-à-dire qu'on est complètement biaisé dans notre monde où, ben, si on prend 10 copains autour de nous, ben, il y en a 9 qui courent, 9 qui font du sport, et que le 10e, il est en train de s'y mettre. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour nous hormis, exemple des gens qui sont des pros de santé, qui sont en contact réel avec, les dégâts et les désastres finalement de l'inactivité, de la sédentarité. Oui, le repos, bah, c'est important, mais je veux dire, parce qu'encore une fois, avant de commencer à se reposer, on va commencer à mettre les enfants, à mettre les adultes, à mettre tout le monde à l'activité, et on verra après. Moi, je rêve d'un monde où globalement tout le monde a des tendinopathies de surutilisation. Je veux dire, on aura. Non mais Mais ça, Oui, tu dis ça, Thomas, parce que ça te fait plus de patients et que t'es quelqu'un de cupide. c'est ça, ça te fait de l'argent. Tu es librement non, intéressé. mais même. Je Mais oui. mais le médicament meilleur, le médicament préventif par le sport, en fait, c'est même très agaçant qu'on soit en train d'en parler. En fait, ça devrait être une réalité Mmh. depuis bien longtemps. Hem, je termine, je vous pose une question à tous les 3 pour revenir un peu sur notre sujet, parce qu'il y avait une vraie question sur le mental. Vous, si on vous au-delà du bien, du pas bien, et cetera, physiquement, si vous vous arrêtez de faire du sport pour quelque raison que ce soit, est-ce que ça a un impact sur votre mental? Est-ce que vous êtes capable de l'assumer, ou est-ce que très rapidement, le mental, ça a des conséquences sur votre mental? Peu importe la conséquence. Nico? J'ai l'impression que pas trop. Après, vraiment pas d'activité physique du tout. Moi, ça m'arrive quasiment jamais dans Jamais. ma carrière. Je croise les doigts, j'ai été blessé une seule fois de manière un petit peu prolongée, c'est quand j'avais une fracture de fatigue. Mais je pense que là, j'avais vraiment un horizon qui était, voilà, le but, c'est de guérir le plus rapidement possible. Donc, il faut pas faire n'importe quoi et justement pas tomber dans le fait de vouloir maintenir de l'activité à tout prix parce qu'on a peur de se désentraîner. Et donc moi, j'étais vraiment dans une démarche de bon, bah, pendant 5-6 semaines, je fais pas de sport. Alors, je faisais un petit peu de marche, un petit peu d'activité très légère. Après, personnellement, moi, je ressens beaucoup plus en fait un besoin d'être en contact avec la nature. C'est-à-dire que si je vais marcher 15-20 minutes, c'est une activité physique qui est très modérée, mais le fait d'être dans la nature, de pouvoir écouter les oiseaux qui chantent, regarder un peu Ça la va faune, la compenser un peu. flore, ça me suffit. Et voilà, après, j'ai eu la chance de ne pas vivre ça. Maintenant, on va dire, il y a prescription, mais moi, j'ai pas respecté le confinement là où j'habitais. Honnêtement, je ne sais pas comment je l'aurais vécu en ville. Je pense que ça aurait été extrêmement compliqué pour moi mentalement d'être enfermé toute la journée, quoi. Thomas, Non, mais est-ce que en ville, tu alors je l'aurais sais que tu voulais en ville, tu l'aurais bien vécu. Il suffit juste que tu achètes des toilettes sèches, et ton contact avec la nature aurait été largement comblé. Mais non, après, on va dire, répercussion mentale de la non-activité, je pense que on est beaucoup plus pénible et beaucoup plus chiant avec les gens qui partagent notre quotidien. Davantage que finalement, nous, on n'a pas les je pense que les premiers signes, ils sont en lien avec, ceux qui nous voient évoluer avec notre non-dose, en fait, d'activité. Et après, hem à un moment donné, l'énergie qu'on met pas dans le sport, j'ai envie de dire, bah, il est disponible quand même pour plein d'activités.
mon côté, entre guillemets, bigorexique d'entrepreneuriat est largement né par ma diminution de mon activité physique euh, de mes dernières années. Donc, j'ai un peu, enfin, je pense qu'on a tous une espèce de capacité énergétique. Et il y en a qui aiment bien la mettre dans le sport, il y en a qui aiment bien la mettre dans le sport et dans d'autres activités, et puis il y en a qui la mettent que dans d'autres activités. Je pense qu'à un moment donné, c'est un équilibre de vie qui est trouvé, et qui, paradoxalement, passe et par de l'activité physique, parce qu'on sait que on va être plus productif, mais ça, on s'en rend compte une fois que on a arrêté le sport et qu'on se rend compte qu'au début, on est finalement, on est proactif et réactif par rapport à ça, mais à un moment donné, on se rend compte que pas de sport, je deviens moins bon dans mon quotidien. De la même manière que probablement des sédentaires qui se mettent enfin au sport se rendent compte à quel point Ouais. ils découvrent de l'énergie qu'ils n'avaient pas. Robin, pour conclure, toi, quel impact sur ton mental, sur ta psychologie que de ne pas faire de sport pour X raisons que ce soit? Ah bah, c'est épouvantable, hein. Très clairement, au bout de 24 heures, il faut m'enfermer. 48, en général, je suis ligoté. Et puis 72 heures, je commence à trembler. Et puis j'ai la bave en fait qui vient. Non, non, très, très sincèrement, à titre personnel, c'est une catastrophe de ne pas faire d'activité. Voilà, tu vois, là, tu parlais d'une semaine, c'est inimaginable pour moi. Hormis, tu vois, effectivement, si je viens de faire une course, mais vu que je fais pas forcément d'ultra, il y a pas de raison que je fasse une semaine off. Tu vois, un bon exemple, je me suis cassé la clavicule à vélo il y a quelques années et le lendemain, je faisais de la chaise, tu vois. Donc, en fait, j'ai un gros problème vis-à-vis de ça, quoi. Donc, faudra peut-être que j'en parle à un spécialiste. Non, non, mais plus sérieusement, oui, non, non, j'aurais du mal vraiment, vraiment à m'en passer s'il n'y a pas une bonne raison. Mais c'est pas forcément tous les jours une Jiménez sur Home Trainer, hein. Comme dit Nico, aller marcher une demi-heure, ça me va très bien. Mais il faut qu'il y ait un truc, quoi. Sinon, je dirais que le truc est trop ancré maintenant pour pouvoir s'en passer, quoi. Bon, j'espère que, je pense que ceux qui nous écouteront sont déjà un peu tous comme nous, entre guillemets, mais on ne sait jamais, on peut susciter quelques vocations dans le mouvement. On va jouer au vrai ou faux dans quelques instants. Juste le temps de vous rappeler que nous vous offrons 2 mois gratuits sur la plateforme d'entraînement Nolio, qui semble d'ailleurs séduire les plus grands coachs. Donc, 2 mois gratuits pour l'abonnement à un compte premium avec le code LBAD+. Cette fois, plus en toutes lettres, PLUS. Il vous suffit de vous rendre sur le site Nolio, nolio.io. La rubrique vrai ou faux par la clinique du coureur. Alors écoutez bien, je vais faire une affirmation et vous allez me dire si selon vous cette affirmation est vraie ou fausse. Thomas, je me permets de te mettre hors jeu puisque comme kiné, je sais que tu partages régulièrement cette information avec tes patients. Donc, la course à pied augmente l'arthrose du genou. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Robin, est-ce que la course à pied Ouais, augmente l'arthrose du genou? je les connais, les petites manips et les petites astuces de la clinique du coureur. Donc, je sais qu'à chaque fois, ils prennent à contre-pied les idées reçues. Donc, je pense qu'évidemment, c'est faux. Et au contraire, je crois même qu'ils vont même nous dire que ça fait du bien aux genoux. Nico? Ouais, je suis assez d'accord, à moins qu'il y ait une lésion particulière qui puisse contre-indiquer la pratique sportive, mais sinon, je pense que c'est même plutôt protecteur, il me semble. Absolument, donc c'est faux, c'est bel et bien un mythe. La clinique du coureur, donc toujours sur la base de ce que dit la science, affirme, comme tu le suggérais, Robin, que non seulement la course à pied n'augmente pas l'arthrose du genou, mais qu'il est possible de courir avec de l'arthrose, voire que c'est souhaitable, puisque la progression de l'arthrose serait plus lente chez un coureur ou un marcheur que chez une personne sédentaire. Le mythe, il est soutenu par le fait que lorsqu'on court, l'impact au sol important et répété provoquerait des lésions au cartilage du genou qui, à la longue, deviendraient irréversibles. Et ça, c'est faux.
comme on peut le lire dans l'ouvrage que je recommande à chaque fois de Blaise Dubois et Frédéric Berg, la clinique du coureur, la santé par la course à pied, qui est publiée aux éditions Mons. La course aurait même, comme tu l'as dit, Nicolas, un rôle protecteur, comme pour les disques lombaires, ce qu'on a vu la dernière fois. Le cartilage rotulien des coureurs est plus épais, donc plus solide, donc plus résistant que chez les non-sportifs. Les facteurs de risque d'arthrose, en revanche, sont l'âge avancé, la génétique, les antécédents de traumatisme articulaire et la surcharge pondérale. Ce qui est intéressant dans les constats scientifiques, c'est qu'un tissu cartilagineux, donc c'est un tissu vivant, se reconstruit plus qu'il ne se dégrade. Donc les stimulations des cartilages par un impact participent a priori à une meilleure santé de la structure même du cartilage. Donc la recommandation de la clinique du coureur tient en un mot, en une injonction: courez. Pour plus d'informations, car là, évidemment je vulgarise, je vous renvoie donc au livre de la clinique du coureur. Et si vous n'êtes pas en mesure de le trouver en librairie, un petit peu de patience. Je crois savoir que la 2e édition arrive tout bientôt. Vous écoutez la bande à des plus. 3e débat du jour, messieurs. C'est quoi un athlète élite en trail ou une athlète élite d'ailleurs? C'est une question épineuse parce que j'ai déjà vu plusieurs fois même des athlètes s'engueuler juste pour ça, et parce que ça entraîne aussi d'autres questions. C'est comme la première, comme la question précédente, ça en entraîne plein et puis on finit par se perdre. Comment est-ce qu'on définit un ou une athlète? Selon quels critères? Est-ce que les favoris d'une course sont forcément des athlètes élites? Est-ce que les athlètes élites sont forcément des athlètes professionnels? C'est notre camarade Hugo Ferrari qui se lance, et oui, parce qu'il aimait beaucoup trop cette question et qu'il était frustré de ne pas être avec nous aujourd'hui. Donc, je l'ai appelé juste avant l'enregistrement et je vous propose d'écouter notre échange et je vous donne la parole ensuite. Salut Hugo. Salut Nicolas. Alors, pour toi, c'est quoi un athlète élite en trail? Eh bien, justement, tu sais que c'est une appellation d'origine contrôlée que je n'aime pas du tout, puisqu'elle est un peu utilisée à l'emporte-pièce. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va gagner une compétition, bon, voilà, c'est un élite, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'en fait, des fois, on gagne une compétition en faisant une réelle performance sportive. Et puis, des fois, on gagne une compétition, voilà, il n'y a pas un niveau exceptionnel, on court, on ne fait même pas vraiment du seuil dans les montées, on trottine, mais juste vu qu'on est un peu plus fort que les autres de base, bon, on gagne la compétition, par exemple. Moi, il y a certains week-ends, il y a des courses, je sais pertinemment qu'il n'y a pas vraiment de niveau, je pourrais y aller, gagner, mettre plein de photos sur les réseaux sociaux. Et on dirait, oh, c'est un élite, il gagne tout, c'est monstrueux. Puis en fait, dès que j'irai faire une vraie course avec des gens un petit peu de mon niveau, l'élite disparaîtrait derrière celui qui prend une fessée, par exemple par François Den, ou des vrais cadors, quoi, des vrais élites, peut-être. Et du coup, la seule chose à laquelle on peut se référencer, c'est quelque chose que tu avais peut-être vu passer sur le site de l'ITRA, où, tu sais, suivant ta cotation, tu avais un statut, tu étais international, tu étais national, puis il y avait 3 classements, même dans le national et dans l'international. Et ça, c'était pas mal, mais c'est un peu passé aux oubliettes. Et je trouve que donc, l'UTMB a fait son index de performance UTMB. Ce serait bien qu'ils essayent de se réapproprier ça, ou peut-être de le modifier avec des choses nouvelles, pour que, ben voilà, on dise, toi, tu as telle cote. Alors, on pourrait même parler de la distance, parce que finalement, tu vois, Nicolas Martin, qui va intervenir, je crois, sur un 20 bornes, sur un 40 bornes, sur un Templier. Bon, il est fort. C'est même pas qu'il me fait peur, c'est que je ne peux pas le battre. Par contre, tu l'envoies sur un UTMB, on ne sait pas. Il y a une inconnue. Voilà, c'est pas pareil. Donc, j'aimerais bien, tu vois, qu'il y ait un petit classement comme ça, où tu dises, bah voilà, sur le format 100 miles, si tu as au-dessus de 880, t'es alors élite si on veut, mais c'est un mot que je n'aime pas trop. Et puis on décroît comme ça, on fait des catégories, on fait des classements, parce qu'on peut aussi, tu vois, 700, 650, c'est déjà des gens, ils s'entraînent un petit peu, ils ont quelques résultats, potentiellement même de temps en temps ils gagnent une course, donc ils méritent aussi une petite appellation d'origine contrôlée. Et donc, je termine là-dessus avec toi, du moins. Est-ce que toi, tu te considères comme un athlète élite?
Non, parce que, alors, pour moi, pour parler d'un élite, il faudrait que ce soit quelqu'un qui n'ait pas d'autres de sources de revenus actives à côté. Je dis active parce qu'on peut gagner de l'argent. Bon, j'ai une location meublée professionnelle non professionnelle qui me rapporte un petit quelque chose. Je sais que d'autres personnes en ont, dans les élites d'ailleurs. Euh, mais j'ai une activité active de speaker qui me demande du temps, de l'énergie, qui me fatigue aussi parfois. Donc, pour moi, quelqu'un d'élite, c'est quelqu'un qui gagne suffisamment d'argent uniquement avec ses résultats sportifs et qui n'a pas besoin de dépenser son temps et son énergie dans autre chose à côté. Après, c'est ma définition, elle est personnelle, on y adhère ou pas. Autrement dit, pour toi, athlète élite égale athlète professionnel. C'est pas faux. C'est pas faux. Merci, monsieur Hugo. Salut Nicolas. Alors Nicolas Martin, puisque tu es nommé, alors je ne sais pas si tu nous feras le plaisir de t'aligner sur un UTMB un jour pour nous montrer ce que tu as dans le ventre sur des grosses ultras, mais je te pose la question, pour toi c'est quoi un athlète élite? Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Hugo sur une partie et puis être un peu en opposition avec lui sur une autre. Pour moi, c'est le niveau de performance qui définit un élite. C'est pas le fait de gagner une course, donc ce que vaut la Cotitra ou l'index UTMB. Après, où est-ce qu'on met un niveau élite, ça c'est difficile à dire. Moi, je dirais que c'est quand même au-delà de 850, je pense, chez un homme pour se définir comme un athlète élite. Après, est-ce que déjà on se définit soi-même comme un athlète élite? Je pense pas. Alors, élite, haut niveau, moi je pense que le haut niveau, c'est plutôt soit des critères. Alors bon, dans notre sport, les listes de haut niveau, c'est pas très parlant parce que François Den, par exemple, va pas être sur des listes, en tout cas de la Fédération française d'athlétisme. Et pourtant, je pense que personne ne va débattre du fait qu'il fasse du haut niveau. Donc, il y a ces critères-là. Où est-ce qu'on les fixe? Ça, c'est un petit peu difficile. Moi, personnellement, en tant qu'athlète masculin, je considère que si on n'est pas capable de devancer la première féminine, on peut quand même se questionner sur le fait de se définir comme un athlète de haut niveau. C'est pas du tout pour minimiser la performance féminine qui est très importante, mais bon, on a quand même une supériorité physique chez l'athlète masculin, donc devancer la première féminine me paraît quand même le minimum pour qu'on puisse être considéré comme un athlète élite. Et aujourd'hui, c'est pas si facile de devancer les meilleures féminines, hein, parce qu'elles vont de plus en plus vite. Et peut-être qu'on peut discuter de ça dès qu'on va sur des efforts un peu plus de type ultra, parce que ça veut dire que sinon l'an dernier à l'UTMB, il n'y avait quand même pas beaucoup d'athlètes élites à l'arrivée. Mais voilà, après, est-ce qu'il y a une vraie pratique si on parle plus de haut niveau aujourd'hui dans le trail? Et là, on dérive un petit peu sur le côté professionnel ou pas. Je pense qu'on peut faire du haut niveau sans être professionnel. On peut, je pense, difficilement être professionnel sans faire du haut niveau. Ou en tout cas, dans ce cas-là, les revenus sont plus liés à, on va dire, de l'influence et à nos followers qu'à notre talent sportif. Donc voilà, je dirais que pro implique d'être un athlète de haut niveau, mais on peut être de haut niveau sans être un athlète professionnel. Robin, je suis sûr que tu as un avis très intéressant sur le sujet. J'ai un avis très tranché. En fait, je déteste le mot élite. Je l'utilise quasiment jamais. Non, très sincèrement, en fait, pour moi, déjà, un élite, ça a plutôt une notion, tu vois, les élites intellectuelles, etc. Donc, déjà, il y a un petit côté un petit peu ceux qui sont supérieurs et ceux qui sont inférieurs. Donc, j'ai du mal avec cette notion d'élite. Pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. Pour moi, tu es un champion, tu n'es pas un champion. Et si tu es un champion, tu as gagné la course de quartier de Chamonix, tu as gagné Zegama, tu as gagné le Grand Raid, tu as gagné la Western, les Templiers, enfin, les grosses courses qui pèsent, qui n'ont même pas besoin de se justifier, d'être dans des circuits ou autres.
Et simplement, voilà, si tu fais à un moment un résultat remarquable sur ce genre d'événement, je dirais que tu es un champion. Alors évidemment, la personne ne pourra pas ne pourra pas dire effectivement je suis un champion parce que j'ai gagné Leadville, ou j'ai gagné les Templiers, ou j'ai gagné la course de quartier. Ce sera plus aux autres de le dire, mais je préfère cette notion à la notion d'élite qui est hyper ambiguë, effectivement en fonction des résultats, en fonction d'une cote qui n'est pas toujours très pertinente, etc. Et puis voilà, pour moi, c'est tu as un résultat, un moment énorme, et tu peux, voilà, tu es considéré comme un champion, une star, ce que tu veux, que tu trouveras l'adjectif qui te plaît, mais la notion d'élite, je sais pas, j'ai un Te peu de mal, et dérange. je dirais même, ouais, elle me dérange, et puis pour moi, comment dire, elle viendrait mettre un petit peu en danger ce que justement, je pense que tous ici, on veut préserver, c'est-à-dire tout le monde sur la même ligne de départ, qu'il n'y ait pas de départ différé, justement, élite et le bas peuple. Et je trouve que justement, en utilisant un peu ce mot, ça met une notion de différence entre les coureurs. Voilà, il y en aura un qui gagnera la course, ça sera le champion. Il aura son panier garni. Et puis après, je dirais que les gens se feront un avis effectivement sur le champion de quartier qui a gagné un 11 km où il n'y avait absolument personne à part le tonton Gérard au départ. Et puis les grosses courses qu'on connaît tous, je trouve que maintenant, il y a suffisamment de grosses courses installées, quel que soit le format, pour finalement, d'un rapide coup d'œil, voir qui a gagné et qui sont les réels champions, quoi. Thomas, donc toi, tu es celui qui a gagné Leadville, 4 fois le Festival des Templiers, etc. etc. C'est quoi ton point de vue là-dessus? D'abord, est-ce que tu arrives à te considérer comme un champion? C'est un fait objectif, a priori, mais Alors, en fait, là, il y a pas mal de notions qui ont été abordées. La première, c'était effectivement, la notion de, on est élite, quand on est professionnel. Si je prends, en fait, dans l'histoire de la course à pied, si on prend des gens comme Zatopek, qui ont marqué l'histoire, de la discipline, course à pied, qui a commencé la course à pied, il était ouvrier, il gagnait clairement pas sa vie avec la course à pied. Pourtant, il avait, je pense, dans sa tête, une notion essentielle pour moi, qui serait finalement, en gros, l'abnégation et une conduite qui t'amène vers le haut niveau. Le haut niveau, qu'est-ce que c'est? Effectivement, le haut niveau, à un moment donné, c'est quelque chose qui va te tirer vers le haut, mais toi et tous ceux qui vont être dans ta même discipline. Pour moi, les élites, déjà, si on prend les élites en soi, on n'est pas censé en décrire beaucoup. Des élites dans le monde, on n'est pas. Enfin, si on commence à se dire, oui, lui, il est élite, il est élite, non, c'est déjà, ça en fait beaucoup. Des élites intellectuelles, comme dit Robin, oui, ça serait génial qu'on pense qu'il y en a plein des élites intellectuelles, mais il y en a beaucoup plein, il y en a beaucoup trop sur Facebook. Maintenant, les élites et le haut niveau dans le sport, j'ai envie de dire, bah, elle n'a de valeur une victoire que la valeur du second. Le second donne la valeur de la victoire du premier. C'est ça, en fait, qui doit comme question. Alors effectivement, les points ITRA, les points UTMB, ont un petit peu ce rôle de classement et finalement de hiérarchie des pratiquants, et qui ferait à un moment donné, un espèce de pseudo-classement, et on va dire, bah, les 10 premiers, c'est des élites. Comme en classement ATP, bah, les 10 premiers du classement ATP, bah, ils sont bons, puis les autres, ils sont moins bons. Oui, c'est intéressant. Maintenant, on a quand même des gens qui sont finalement en mode: «Je me revendique élite parce que oui, j'ai pas gagné de course, mais je m'investis de la même façon qu'un élite. Je mis ma vie au service de ma discipline». Ben non, en fait, ça, c'est pas suffisant pour moi, et que l'élite, alors est-ce que je rejoins complètement Robin à un moment donné, ouais, oui, est-ce que la notion d'élite est essentielle finalement dans le trail? Et est-ce que le trail, il est pas ce qu'il est parce que justement, jusqu'à maintenant, on n'a pas mis des hits en avant? Mais le seul truc qui me dérange, et on l'a abordé un petit peu en préambule, en off, c'était cette notion finalement de contexte économique autour d'une discipline, qui fait que les élites doivent pouvoir vivre de leur discipline, parce que justement, s'ils veulent faire du haut niveau, il va falloir qu'ils tirent tout le monde vers le haut. Il va falloir qu'ils se dégagent du temps professionnel et du temps personnel pour justement amener une notion,
on va dire, de performance et de haut niveau. Donc, oui, à un moment donné, on n'est pas beaucoup on va dire, sur le peloton en général à dire oui, bah, on est élite, on n'est pas élite, on est champion, on n'est pas champion. La notion de champion, ça me fait toujours un peu marrer parce qu'on est toujours champion de quelqu'un. Champion de son village, on est champion de sa famille, on est champion du repas de dimanche. Donc, donc oui, on a toujours à un moment donné quelqu'un qui va se revendiquer champion. Mais la notion d'élite et haut niveau, est-ce qu'elle a besoin d'exister en trail? On va dire les victoires de courses majeures suffisent finalement à classer les gens. On a dans la tête, on n'a pas forcément besoin de se dire est-ce que celui qui a gagné cette course est mieux que celle-ci. Ouais, oui, bah après les puristes et on va dire les gens qui analysent tous les résultats pourront donner une valeur de la victoire d'un l'un par rapport à l'autre. Mais Heu, j pour moi, des élites et du haut niveau, jusqu'à preuve du contraire, bah, il y en a très peu sur terre. Il y en a très peu qui font du haut niveau et qui, s'investissent dans leur discipline à hauteur de ce que, pourraient être, les mêmes impacts sur une discipline différente. Entre elles, ouais, je veux dire, à un moment donné, le concept d'aller se promener en montagne, d'aller enchaîner des heures et de gagner des courses, est-ce que ça finalement, si une discipline suffit, enfin si pour gagner des courses dans cette discipline-là, ça suffit, est-ce qu'on a besoin de donner une notion d'élite dans une discipline ou dans une, discipline où finalement ça suffit pour gagner des courses? Parce que quand même dans beaucoup d'ultras, bah, clairement ça suffit. D'aller passer des heures en montagne et d'enchaîner les heures, bah, ça suffit souvent. Alors, là, en fait, on se ferait tellement rigoler par, des gens qui font du vélo à haut niveau, des gens qui gagnent leur vie avec une discipline, de fer. Oui, donc le haut niveau pour moi et l'élite entre elles, bon, j'ai envie de dire pour l'instant, on n'en est pas vraiment, on en est un peu loin, quoi. Et On est quand même sur, je vais on est quand même sur un débat, sémantique, j'ai l'impression. C'est vraiment le mot, en fait, sur lequel vous vous attardez. mmh, Et c'est important parce que du coup, enfin, je trouve ça très intéressant, en fait, ce que vous évoque ce mot, plus que, à la limite, tu serais quand même plus à l'aise avec le terme de favori, parce que favori, ça mettrait tout le monde d'accord, en mmh. fait. Oui, beh, le favori d'une course, et ben, il est identifié parce qu'il a gagné d'autres courses et il a gagné d'autres courses qui avaient de la valeur parce qu'il a battu d'autres gens. Donc là, en fait, finalement, ça classe et en fait, on n'a pas besoin d'avoir un espèce de ticket, enfin ou tout du moins de dossard différencié parce que lui, il est élite et l'autre, il est pas élite. Que le favori d'une course puisse avoir, entre guillemets, «des avantages» et parce qu'il a marqué les esprits, et qu'il a, gagné ses galons parce qu'il a remporté d'autres épreuves, moi, ça me choque pas et justement, je trouve ça à peu près logique. Quelqu'un qui va être, en passe de gagner la course, qui puisse avoir une facilité de positionnement sur une ligne, bah, pour moi, il y a pas forcément de problématique à avoir avec ça. Maintenant, de là à dire: «Ouais, on va créer, enfin les élites, d'une discipline», bah, voilà, je trouve que la notion de Robin est essentielle. Voilà, des élites intellectuelles, voilà, bah, c'est des gens qui marquent une génération. Voilà, maintenant si on doit, si on doit identifier des élites et de la discipline, bah, il y en a quand même pas des masses, quoi et qu'on fait tous du sport, à bon niveau, on s'investit à la mesure de ce qu'on peut, mais des gens qui vont être capables, finalement de faire des vrais choix de vie et des vrais choix, parce que, ben, on va faire des concessions et des entre guillemets «des sacrifices» parce que ça va avoir un impact énorme sur leur existence future. Ouais, bah, il y en a peu, parce qu'il y en a pas besoin entre elles. Et donc on reste sur, Nico, enfin ce que j'entends aussi, c'est votre attachement à tous à la valeur trail. Alors je vais employer le mot galvaudé d'esprit trail, mais où finalement vous avez pas envie que voilà, c'est un groupe de trailers et non pas des bons trailers, puis des mauvais trailers, et puis un jour, bah, on va mettre les bons trailers juste ensemble, puis les mauvais trailers juste ensemble. Est-ce que je me trompe? C'est un peu ça, que vous avez envie de rester à part en fait, l'exception, sportive là-dedans, Nico? Bah, ouais, moi j'ai envie de garder ça. Après, d'un autre côté,
je trouve cool que les jeunes qui arrivent puissent vivre sans tomber dans les travers de tous les sports business et tous les travers qui viennent avec l'arrivée de beaucoup d'argent. Après, qu'un athlète qui soit, peu importe le terme, de haut niveau élite, puisse vivre correctement et en fait, finalement, avoir les conditions pour aller vers une pratique de haut niveau, c'est-à-dire un staff autour de lui, des capacités, enfin, le temps nécessaire pour avoir une pratique de haut niveau. Tout ça, moi, je pense que c'est nécessaire pour parler vraiment un jour d'un sport de haut niveau. Aujourd'hui, il commence à y avoir des jeunes générations qui ont pratiqué jeunes. Et on voit, on a eu un exemple assez récent à la Ski Race des Mathésins, où on voit quand Sylvain Cachard survole un petit peu la course, on voit aujourd'hui que lui, c'est peut-être ça le haut niveau. Et que finalement, vu que c'est pas encore très structuré, il émerge au-dessus. Et ça, tu le verras quand même très rarement. Alors, mettre un peu à part un coureur comme Pogacar dans le cyclisme, mais sinon, on voit ce qui s'est passé sur le dernier Giro. Les coureurs, les favoris, sont très très proches et ça se tient à quelques watts près. Et c'est ça le haut niveau, c'est quand tout le monde a les conditions pour pratiquer, quand il y a une base suffisante de pratiquants, on arrive finalement à la limite des capacités humaines. Et c'est ça, moi, je trouve intéressant. Hein. C'est le seul réel intérêt, je trouve, du sport de haut niveau. C'est qu'est-ce qu'un humain peut faire au max quand il a toutes les conditions pour s'entraîner. Et finalement, c'est ça. Et puis, à l'UTMB, ça sera est-ce qu'un jour, quelqu'un fera le parcours de l'UTMB en 18h15, en 18h, sous les 18h, enfin d'abord sous les 19h. C'est ça qui est intéressant. Et ça, pour le faire, en fait, il faut que chacun se tire. Il faut qu'il y ait une masse assez suffisante. Et si on prend le passé, je pense que Kylian n'a jamais allé chercher les limites, ses limites personnelles sur l'UTMB, parce que comme le disait Thomas, il en a jamais eu besoin. Il pouvait faire de la montagne tout l'été et puis gagner l'UTMB. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais il n'y a pas eu besoin de cette démarche tournée chaque instant de sa vie vers la démarche de très haut niveau, et ce qu'on a pu connaître un petit peu dans le cyclisme des années un petit peu Sky, où on avait l'impression que tout était sacrifié pour vraiment gagner les quelques watts qui permettent de remporter le Tour de France, quoi. Eh ben, on s'en tient là, c'est super intéressant. Moi, je vous le dis en tant que journaliste, et puis qui utilise ce mot, et j'entends complètement votre discours, qui utilise souvent ce mot d'élite, parce que les organisations utilisent ce mot d'élite, etc. Mais je trouve que, en tout cas, moi, vous m'avez convaincu que ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser. Mieux vaut utiliser le terme tête d'affiche ou favori, qui convient, qui est beaucoup plus juste dans l'absolu. Donc, merci pour ça à tous les trois. La bande AD+, c'est presque terminé, mais avant ça, on va passer à un dernier tour de table rapide pour vous partager nos coups de cœur ou nos coups de pompe. Coup de cœur ou coup de pompe? On commence avec le coup de pompe pour rester en phase avec notre sujet précédent de Robin, qui fait donc écho à notre discussion sur les élites, avec tous les guillemets. Effectivement, Nico, ouais, il fallait bien le sortir un jour, la carte réseaux sociaux et surtout la carte melon sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que finalement, le pont est fait avec les certaines personnes. Alors, évidemment, je ne citerai aucun nom parce que sinon, ça va partir en procès, etc. Mais effectivement, certaines personnes qui se considèrent comme élites, en tout cas, qui en ont tout l'attirail, tous les petits sponsors qui vont bien, toutes les invitations à des courses, etc. Et qui, par un habile jeu littéraire et une vaste fumisterie, arrivent à faire croire finalement à des personnes qui ne sont pas les plus geeks de notre discipline, à faire croire que ils sont champions du monde, etc. Parce qu'ils ont remporté le trail des tournesols ou la grimpée des chèvres albinos, grimper des chèvres albinos. Et voilà, et simplement, j'observe depuis pas mal d'années, être de par mon boulot, de par les jeux dans le GIF, etc., être forcément aussi pas mal connecté sur Internet, les réseaux sociaux, et de voir de plus en plus un certain melon généralisé chez les jeunes, voire chez les moins jeunes. Et en fait,
ça, c'est un petit peu le problème du trail, finalement, c'est qu'il n'y a pas de. C'est à la fois le côté positif et négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion forcément de chronomètre, à part sur certaines épreuves bien connues, mais sinon, effectivement, on peut aller faire un trail de 50 km, un trail de 30 km avec du dénivelé, etc. Et en fait, la notion de chronomètre ne va plus du tout intervenir. Il y aura potentiellement la notion de classement, et encore une fois, qui est hyper aléatoire en fonction voilà, des gens qui sont là. Il n'y a qu'à voir Du fin fameux mai. deuxième. Ouais, voilà, il y a qu'à voir fin mai, le même week-end, si je ne dis pas de bêtises, il y a Zegama, la Maxi Race et les championnats de France. Donc forcément, le niveau est un petit peu dilué, et donc forcément, l'internaute, enfin le coureur est susceptible de peut-être un petit peu de tromper son monde. Donc voilà, coup de gueule, voire gros coup de gueule pour un petit peu voilà, ce melon généralisé, enfin généralisé, très présent, on va dire, chez certaines personnes, certains coureurs qui, grâce à une petite performance, vont réussir à briller à l'espace d'un instant sur les réseaux sociaux. On aurait bien voulu des noms quand même. Nico, c'est un coup de cœur pour toi. Ouais, un coup de cœur qui est un petit peu général et lié à un petit peu à l'expérience, c'est toutes les rencontres que j'ai pu avoir au cours de ma pratique du trail, des rencontres diverses et variées, avec peut-être cette chance qu'on a justement de pas avoir réellement une élite ou une pratique de haut niveau, donc avec des gens qui ont encore d'autres activités professionnelles à côté. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir rencontré des médecins, des profs, enfin, finalement des catégories socio-professionnelles qui n'étaient pas forcément celles qu'on pouvait retrouver dans ma famille. Donc, vraiment beaucoup de plaisir, et ça fait écho à un week-end récent avec la structure de mon entraîneur Patrick Bringer, où voilà, toutes ces personnes d'horizons différents qui se retrouvent autour d'une pratique commune du sport, et finalement voir des gens heureux de bouger. C'est vraiment une chance d'avoir vécu tout ça à travers le sport, peu importe qu'on le définisse. Voilà, moi, pour rebondir et finir sur tout à l'heure, je pense qu'en fait, même quand on a des grands résultats, je pense que c'est quelque chose qui arrive avec du travail, et du coup, ça perd le côté peut-être exceptionnel à la vue des autres, parce que voilà, je pense que Thomas, le jour où il est devenu champion du monde, il n'a pas été complètement surpris de devenir champion du monde à l'arrivée de la course. Il savait qu'il avait les capacités de le faire. Quand j'ai eu cette seconde place au championnat du monde, moi, je me rappelle que le matin de la course, je me voyais pas ailleurs que sur le podium. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive et qui est construit, donc qui perd peut-être un petit peu ce caractère exceptionnel qu'il peut avoir aux yeux des autres, quoi. Merci Nico. Thomas, est-ce que c'est un coup de cœur ou est-ce que c'est un coup de pompe? C'est une surprise. Je dirais, en fait, c'est un petit peu un mix un petit peu de tous, d'une inspiration entre Robin et Nico. C'était plutôt un coup de pompe. J'ai de plus en plus de mal, alors peut-être que c'est un biais avec mon activité professionnelle, mais j'ai de plus en plus de mal des gens en fait qui font passer la vie au service du trail et pas l'inverse, quoi. C'est-à-dire que je me souviens d'un podcast que j'avais écouté avec Éric Lacroix qui avait fait énormément écho en moi sur l'aspect en fait être performant et réussir sa vie. Et j'ai l'impression que à un moment donné, les gens on a parlé des élites, du haut niveau, de plein de choses, et que finalement les gens, en fait, au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent être performants au détriment de réussir sa vie, alors que on parle d'une performance, toute proportion gardée, assez finalement assez faible. Moi, je viens du triathlon à la base. Combien j'en ai qui finalement vont exploser une vie sociale, une vie familiale à peu près équilibrée, au profit de gagner un quart d'heure sur un Ironman, une demi-heure sur un UTMB. Et j'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, alors peut-être que l'âge aidant, hein, bien sûr, mais j'ai plus de mal avec cette vision des choses qui voudrait que on va tout faire pour être performant, et sans savoir ce recul personnel sur la qualité de sa performance. Donc, je dirais que, voilà, pour reprendre, en fait, effectivement, l'important, c'est de réussir sa vie, ou tout du moins d'être en phase
a l'impression de réussir dans sa vie et que être au service mettre sa vie au service du trail en particulier, ouais, je pense j'ai un vrai coup de gueule contre ça parce qu'à un moment donné, je pense qu'on est sur des disciplines qui sont vertueuses, qui font mettre les gens dehors, qui font mettre les gens à l'activité physique, tout détruire parce que justement cet cet aspect un petit peu, on va dire bénéfique, finalement il est assez sclérosant et assez négatif dans la vie de tous les jours. Ouais, j'ai de plus en plus de mal, donc ce serait un petit coup de pompe en mode, voilà, on fait du sport parce qu'on aime faire ce sport. De là à tout mettre à volat parce qu'on veut être performant à tout prix, j'ai un peu du mal. Très bien, c'est entendu. Puis je conseille à tous nos auditeurs d'aller se balader, oui, sur le site d'Éric Lacroix. Il y a toujours de très bonnes choses à lire. Il a une belle plume et une belle philosophie. Je termine moi aussi avec moi aussi non. Je termine avec un coup de cœur pour l'athlète normande, Blandine Lirondelle, championne du monde de trail, double championne de France de course en montagne et championne de France de trail long en titre. Elle a gagné aussi cette année le trail du Ventoux et le trail de la Cité de Pierre au printemps, avant de se mettre en retrait justement pour se faire opérer et en finir avec une endofibrose de l'artère iliaque externe qui la faisait souffrir depuis 1 an. Alors tout s'est bien passé a priori et Blandine a déjà repris le chemin de l'entraînement et de la réathlétisation en vue des championnats d'Europe de trail en juillet aux Canaries. Mais c'est quasiment que du contexte que je viens de vous donner là, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle a fait pendant ce petit temps de retrait. Blandine est gynécologue de métier et elle en a profité donc de sa pause pour écrire des textes. Elle a commencé à écrire des textes super bien vulgarisés sur des sujets d'ordre gynécologique en lien avec la pratique du sport chez la femme. Alors, ce sont des sujets dont on parle franchement assez peu. Blandine a écrit au moment où l'on enregistre cette émission sur 2 sujets en particulier: les troubles du cycle menstruel, les troubles des règles et l'infertilité chez les femmes sportives. C'est vraiment super intéressant et je pense utile. Donc voilà, je vous encourage à suivre et que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, la page athlète Facebook de Blandine Lirondelle. En tout cas, personnellement, je compte bien m'en inspirer pour de temps à autre apporter quelques sujets ici sur lesquels débattre dans la bande AD+. C'est la fin de cette 4e émission de la bande AD+. Un gros merci à tous les 3, Nicolas Martin, Thomas Laure Blanchet et Robin Schmitt. Merci La Nico. bande AD+, La bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show avec la complicité de celui qui a eu l'idée de la bande AD+, Guillaume Prax, et le soutien de mon camarade et cofondateur de Distance Plus, Vincent Champagne. Un merci appuyé aux partenaires officiels de la première saison de la bande AD+, la Clinique du Coureur, NAC, Nolio et le réseau des stations de trail, tout particulièrement aujourd'hui la station de trail de Laval, que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Le design sonore de la bande AD+, est signé Lucas Aska Hennessy. Le logo de la bande AD+, a été réalisé par Nancy Letourneau du studio Pixel et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence sous la direction de Nicolas Rodi. Merci à Benjamin Gardena qui est aujourd'hui aux manettes et à Laurie Beck qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Et merci à vous évidemment, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre ou de nous écouter. Vous pouvez nous écrire pour nous partager vos idées de débat. Et en attendant, abonnez-vous aux réseaux sociaux de Distance Plus, abonnez-vous aussi à la bande AD+, sur la plateforme de podcast de votre choix. N'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux en taguant Distance Plus ou en nous taguant, moi ou les éminents membres de la bande. Ça nous fait vraiment plaisir. On se retrouve dans 15 jours. À plus dans la bande AD+.